Simplement pour vous dire en quelques mots, donc on a créé cette association dans les années 2000. La petite spécificité de cette association, c'est qu'elle est basée donc sur un enseignement de tradition familiale, que Philippe connaît aussi, celle du docteur Léon Gokuen, pour ceux qui connaissent, donc qui est un praticien internationalement connu, donc héritier de 15 générations de médecins, et qui a développé une méthode de poncture qui permet effectivement de manière assez simple, comme on fait de la cuisine, avec des ingrédients simples, de faire beaucoup de plats, donc de l'adapter facilement à des pathologies, à des terrains différents. Et on a vérifié donc sur une quinzaine d'années qu'on pouvait soigner et également former aux soins sur la base de ces méthodes assez simples des populations. Donc on a fait ces missions dans 8 destinations à peu près, prioritairement au niveau des minorités ethniques, c'est-à-dire des gens on a aussi choisi des personnes qui ont eux-mêmes une tradition et qui sont parfois déracinés de cette tradition, c'est-à-dire essayer de perpétuer des racines d'autres traditions, y compris médicales. C'est pourquoi on a fait des soins auprès des Lakota, donc des Sioux, dans les réserves amérindiennes. Dans la tradition vaudou, au Bénin, on a été sollicité aussi par les moines donc, du Dalai Lama au monastère de Gyuto à Dharamsala, parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une citation chinoise, c'est Zeda Sai Xiao, grande ambition, petite capacité. Quand on veut changer le monde, puis on s'aperçoit qu'à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, des associations humanitaires, il pourrait y en avoir 100 fois plus, ça ne serait encore pas suffisant. Donc, effectivement, on peut se retrouver, se croiser à certains endroits, à proximité, mais il y a toujours de quoi faire. Et je vais revenir là-dessus après, c'est-à-dire qu'il y a une différence, effectivement, entre la grosse logistique et l'artillerie lourde, de l'humanitaire à l'occidental et puis de ce qu'on peut faire en médecine chinoise qui n'est pas connu encore dans le domaine humanitaire. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça, vous voyez, c'est pas bien long. C'est-à-dire que la grosse différence, de mon point de vue, c'est que on a vraiment deux formes d'humanitaire, ça a déjà été un peu abordé. Celle qui est née avec Henri Dunant, avec la Croix-Rouge, c'est vraiment l'humanitaire de guerre. Enfin, il voulait la paix au milieu de la guerre, mais en se basant sur une médecine qui elle-même est une médecine de guerre, c'est-à-dire une médecine qui a bâti sa puissance thérapeutique sur les champs de bataille. Les fleurons de la médecine occidentale, c'est la chirurgie, c'est la morphine, c'est les chimiothérapies diverses qui permettent de soulager puissamment les souffrances du corps, de l'esprit. Et en fait, le mode d'intervention de la médecine humanitaire s'est fait sur les champs de bataille, dans les domaines des catastrophes, et je suis bien d'accord avec toi, elle est inégalable pour intervenir dans de telles situations. Mais ce sont des interventions éclairs. Le problème, c'est quand on adapte cette médecine, cette humanitaire de guerre, avec des moyens logistiques puissants, il faut une organisation toute militaire. C'est le principe d'ailleurs de la Croix-Rouge, c'est très organisé. Heureusement, il y a une grosse logistique, ça coûte très cher, et les interventions sont, il va y avoir un financement déclenché, il va y avoir donc, puis les caméras qui suivent, on va zoomer sur une situation donnée, et puis une fois que qu'une nouvelle crise vient chasser celle-ci, les caméras se tournent ailleurs, et puis les gens retombent dans l'oubli. Et c'est là que ça devient intéressant, d'avoir une deuxième forme d'humanitaire qui est l'humanitaire de paix. C'est-à-dire que, vous savez, pareil dans la médecine, il y a le traitement de Xie, de ce qui est nocif, et puis après, il faut nourrir, il faut rétablir, il faut reconstruire, Zhengqi. Et à ce moment-là, effectivement, on a besoin d'une médecine de terrain, d'une médecine qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui ne coûte pas très cher, quelque part, j'allais dire, qui est pauvre elle aussi. Et c'est le principe des aiguilles. C'est le principe des plantes, chinoises, locales, peu importe, mais des moyens simples d'apporter quelque chose. Parce que le problème, c'est que c'est comme en médecine, si on peut traiter, soulager, soyons pas trop ambitieux, la misère et ses séquelles, c'est un fléau qui est plus silencieux, mais qui est aussi le ferment des guerres pour lesquelles on aura ensuite de la médecine lourde à mettre en œuvre. Donc si on peut prévenir ces choses-là par des soins, par la mise en place, par des graines qu'on sème en formant des petits praticiens, et on l'a vérifié nous aussi en Afrique, il ne faut pas chercher à les former à notre façon. On essaie de créer parfois des centres, des groupements, et parfois ça marche bien parce que y a quand même des Occidentaux qui tournent là pour maintenir ça. Mais quand on veut les laisser complètement autonomes, ça se délite très facilement parce que ce n'est pas leur mode de fonctionnement.
Donc ce qu'il faut, c'est les laisser repartir chacun dans leur coin et faire leurs petites affaires avec cette médecine, mais les laisser se disséminer et utiliser autour d'eux ce qui aura été fait sans vouloir faire quelque chose de trop parfois organisationnel parce que ça ne tient pas. Donc il faut respecter aussi évidemment la sociologie locale. Donc il y a la médecine de Pasteur avec les vaccins, il y a la médecine d'Hippocrate qui essaie de ne pas nuire, et les deux doivent cohabiter. On a un peu oublié celle d'Hippocrate chez nous dans notre approche de la santé et de la maladie. Et le problème de l'humanitaire de paix, effectivement, c'est qu'on n'a pas beaucoup les moyens. On est sur du bénévolat essentiellement. On tient à Humanitrade aussi à cette indépendance, c'est-à-dire que oui, on paye de nos deniers les gens qui viennent travailler dans les missions, effectivement, payent de leur poche le voyage, et c'est comme l'éco-volontariat. Mais on est indépendant, et c'est important parce que les rares aides qu'on m'a proposées ont souvent tourné vinaigre également. C'est-à-dire qu'on est invité en grande pompe en Roumanie, puis on s'aperçoit que c'est le parti d'extrême droite locale qui profite de notre venue pour essayer de se faire réélire. On nous propose des locaux au Bénin et à la mairie, et je refuse poliment parce que je sens pas le nerf, effectivement, 3 semaines après, dans tôle. Donc, il vaut mieux, effectivement, c'est comme pour les soins, il vaut mieux avoir un peu de nez et se dire non, c'est gentil, dans certains cas accepter de l'aide, dans d'autres cas la refuser. Pour le Bénin, je pensais à une petite anecdote, par exemple. La première fois, on y est allé à 10 praticiens, on était invité par quelqu'un qui nous a dit, un médecin qui nous a dit, ça serait bien de faire une petite annonce dans le journal, non, c'était à la radio locale, pour qu'ils sachent que vous êtes là. Bon, j'ai fait un petit mot à la radio. Le lendemain, il y avait 1400 personnes dans la rue. Ils ont bloqué la rue, on s'est fait engueuler par la police. Et vous arrivez à 10, c'est la première fois que vous faites une mission exploratoire, vous avez 1400 personnes dans la rue, et là vous prenez conscience de la démesure, quoi, de la tâche que vous assignez. Mais c'est là où très rapidement, les curieux du coin qui sont tradipraticiens, on fait un appel, on demande, et puis on dit, tiens, toi tu chauffes les points, toi tu retires les aiguilles, enfin, on va très vite, on forme, puis après, quand la journée est finie, on leur donne des informations supplémentaires, et petit à petit, on s'aperçoit que les former, effectivement, est beaucoup plus intéressant. Et si je prends l'exemple de l'Afrique, c'est des gens qui sont très pratiques. Eux, ils apprennent la conduite avant le code, sinon le code ne les intéresse pas. Donc la façon d'enseigner en Occident n'est pas celle qu'on va utiliser quand on forme des tradipraticiens là-bas. Donc, je disais qu'on fonctionne sur le bénévolat. J'ai pas grand chose à rajouter parce que finalement on est souvent transversaux dans nos façons de travailler. Après, l'organisation peut varier légèrement. Simplement, on avait commencé, là je lance un appel s'il y a des gens qui ont plein de fric dans la salle, on ne sait jamais. Parce qu'on n'a pas fait de concert ou de choses comme ça pour l'instant. J'ai commencé à amorcer un projet qui s'appelait Philanthropique, un petit jeu de mots, philanthropique, avec un bateau. J'ai vendu une maison pour acheter un petit bateau à voile, et puis on a commencé à faire des missions, on voulait faire un tour du monde en fait, en se disant, la médecine chinoise, c'est la Hawaï, c'est du lent, donc former à la va-vite, prendre l'avion, d'abord bilan carbone, prendre l'avion, faire une formation, repartir, refaire une formation, ou des soins, c'est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas encore. Donc on s'était dit, on prend un bateau, et on met une pharmacie dedans, et puis on s'arrête à des escales, et puis là on rencontre des Maoris, on rencontre des aborigènes, on rencontre des traditions, parce que quand même l'essentiel de la population du monde est sur les zones côtières. Alors on a fait ça en Guyane, avec les Indiens Wayana, on a fait ça en Haïti. Peu de temps après le séisme qui a fait des centaines des milliers de morts, qui a rapporté des milliards de dons, et dont on n'a pas vu la trace dans les rues. Par contre, les grosses organisations humanitaires ont des beaux 4x4 climatisés, c'est certain. Donc nous, on n'est pas trop pour cette façon-là. C'est pour ça qu'on s'est dit non, on va y aller avec nos moyens, on forme les gens, puis petit à petit ça fera des choses. Et avec le bateau, on pouvait se donner le temps de faire ça. Bon, c'est parce qu'à l'époque, on m'avait promis des fonds pour pouvoir, il fallait 1 million d'euros sur 5 ans pour faire un tour du monde, et former. Par cycle de 3 mois, on avait déjà un trajet, et puis avec les voiles, on peut mettre, c'est ce qu'ils font avec le Vendée Globe, la route du Rhum, on peut mettre l'image, et c'est une belle image, ça change les courses simplement, des riches qui vont faire des zigzags chez les pays pauvres. On s'est dit, ça peut être une belle chose. Donc je lance l'idée à nouveau, ne l'appliquez pas, on s'en fout. On peut faire une flotte aussi, c'est-à-dire oui,
on peut faire, et puis comme ça on fera une régate, faire, comment ça s'appelle, une jonque. Les Chinois ont inventé la navigation à voile il y a très 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 longtemps, c'est des grands marins. Ils ont inventé les voiles lattées, qu'on a mis beaucoup de temps à retrouver. C'est futé, c'est écolo, ça permet de courir le monde pour pas cher. Et une jonque, c'est énorme, c'est un ventre, parce qu'ils se sont inspirés des canards pour que ça flotte bien. Nous, nos bateaux ressemblent à des poissons, alors ça coule. Enfin, ça dépend comment ils sont faits quand même. Et là-dedans, on peut mettre énormément de choses. Donc on peut faire une école qui flotte, une pharmacie qui flotte. Maintenant, il y a des poudres concentrées qui permettent facilement de faire des mélanges. Bon, c'est pas hyper traditionnel, mais quand même, c'est pratique. Et aussi de s'enrichir des connaissances locales, de former des praticiens sur place, d'emmener des équipes de personnes qui veulent se former à l'humanitaire venues de différents horizons pour participer à différentes escales. Voilà, donc on a toujours ça dans l'idée, mais évidemment c'est quelque chose auquel il faut collaborer à plusieurs parce que c'est pas intéressant de faire ça tout seul dans son coin. Donc moi j'ai ramené le bateau, ça m'a fait une expérience, mais on sera prêt à repartir un de ces jours si notamment des entreprises qui vendent de la pharmacie auraient les moyens de nous aider. En fait, ça coûte le prix d'un appart, c'est tout, hein. C'est pas si compliqué que ça. Voilà, je voulais juste finir pour pas, comme j'ai dit, vous alourdir trop, avec... je dis que c'est du bénévolat, mais c'est pas vrai. En fait, on est payé. Et on est payé très cher. On se fait payer très cher quand on fait l'humanitaire. Parce que une fois, je soignais, donc c'était en Roumanie. Alors là-bas, les gens, ils se sentent obligés de vous donner quelque chose. Sinon, ça marche pas. Vous savez, c'est un échange. Donc effectivement, une petite grand-mère qui amène un bout de gâteau, ou quelqu'un qui amène un petit litre de vin qu'il a fait lui-même. Il y a une autre personne qui m'a dit j'ai rien, mais en sortant, je vais aller faire une prière pour vous à l'église. Et il y a un gars qui dit moi, pour vous remercier, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait un très beau cœur. Donc, il ouvrait, alors ça parle en médecine chinoise, il ouvrait son thorax et il montrait son beau cœur à tout le monde. Vous voyez, mon cœur, il est magnifique, il est brillant. Et tout le monde disait, oui, très beau ce cœur. Et puis un jour, il y a un vieux qui dit, ouais, il est beau, votre cœur, mais mon cœur est beaucoup plus beau que le vôtre. Alors, le jeune homme, il est un peu vexé, il dit, quoi, vous pouvez me le montrer, votre cœur? Alors le vieux, oui, il ouvre son thorax. Et on voit un vieux cœur avec des trous un peu sanguinolents, rafistolés avec des morceaux en fait des pièces de couture, du patchwork, d'autres morceaux de cœur. Enfin voilà, un cœur vraiment deux cases, quoi. Et là, le jeune, il dit, vous vous moquez de moi, votre cœur, il dit, non, non, mais vous savez ce que c'est, les trous, là? C'est chaque fois que j'ai donné un morceau de mon cœur à quelqu'un. Et ces pièces-là, ça m'émeut à chaque fois, excusez-moi. Et ces pièces-là, les morceaux, c'est chaque fois que quelqu'un, en remerciement, m'a donné une partie du sien. Voilà. Et le jeune homme dit, ok, j'ai compris. On est riche. Merci.